Ce soir, nous avons la chance de recevoir une maîtresse de conférence, même si, voilà, maître ou maîtresse de conférence en anthropologie sociale, alors qui enseigne en Nouvelle-Zélande à l'université d'Otago, pour être précis, à Dunedin, et qui a fait un travail autour de la transmission et des femmes. Donc, je voulais déjà vous dire merci pour être aussi nombreuses dans un premier temps, puis nombreux. Il fait pas très beau et je suis ravi que pour ces sujets-là qui nous tiennent à cœur, je pensais à la transmission évidemment et aux femmes aussi, il y ait effectivement cet intérêt qui soit marqué. Donc Christiane Lurquin, j'allais dire dans un temps reculé peut-être, a commis une thèse en histoire sur la démographie de la population kanak de 1840 à 1950, si je ne me trompe pas, sous un patronyme différent qui est très connu ici, qui est Christiane Casarero. Voilà. Mis à part cette thèse qui date de 1992, il y a un certain nombre d'articles qui ont été rédigés. Vous en avez peut-être vu devant la salle Cicia, et cette documentation provient de la médiathèque, où il y a effectivement une richesse documentaire que je vous invite à découvrir et à consulter. À propos de découverte, ce sera l'occasion ce soir de voir quelques capsules que vous avez peut-être déjà vues sur les réseaux sociaux, des capsules avec des interviews de femmes en français ou dans différentes langues kanak, capsules qui ont été réalisées par Imagine. Et je cite Imagine et je les remercie vivement pour la captation qu'ils réalisent ce soir, puisque vous n'êtes pas sans savoir que d'ordinaire c'est Calédonia qui s'y collait, et considérant les circonstances, les difficultés qui sont les leurs pour l'instant, c'est en stand-by, pour parler diplomatiquement. Donc je remercie Christiane d'avoir pris le temps d'intervenir sur un séjour qui est relativement court. J'espère que son intervention sera de nature à éclairer quelques lumières, en particulier peut-être chez les hommes, à voir. Nous en débattrons tout à l'heure. Et puis, bien entendu, au terme de cette conférence, comme je disais, vous aurez à disposition de part et d'autre de la salle 2 micros. Je vous demande simplement de vous manifester, parce que si vous posez votre question, vous voyez, on n'entendra pas dans l'enregistrement la question et nous n'entendrons que la réponse. Et à propos d'enregistrement, l'enregistrement audio sera disponible très rapidement sur le catalogue de la médiathèque. S'en suivra aussi une diffusion sur notre chaîne YouTube. Et puis, pour ce qui est d'Imagine, une fois que le montage sera réalisé, à une date que je ne peux pas encore indiquer, vous aurez aussi la possibilité de voir la version avec images animées. Merci Christiane, merci encore à vous, et puis à tout à l'heure pour les débats. Je laisse le micro à Christiane. Donc je me joins à Manuel pour vous remercier d'être venu ce soir et de votre intérêt pour ce sujet. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens vous parler ce soir de la transmission et des femmes kanak. Et donc, je tiens surtout à remercier toutes les mamans qui ont aidé à cette recherche et qui ont donné leur temps et leur humour et leur sagesse pour que cette recherche arrive. Donc je vais vous en parler un peu. Évidemment, je ne vais pas vous donner tout ce que j'ai trouvé pendant ces enquêtes, mais je vais vous en parler un peu. Et alors je vais commencer par me présenter à la manière maori. Chez les Maoris, on se présente en partageant les liens avec les personnes et avec l'environnement qu'on a autour de soi. Et donc maintenant, comme Manuel vous a dit, j'habite dans le sud de la Nouvelle-Zélande, dans le sud de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Et donc je commence par dire que ma montagne, c'est les Alpes du Sud. Et c'est pour ça que vous avez cette photo là du lac Manapuri dans le Fiordland. Et ma rivière, c'est le lac Manapuri, les eaux du Fiordland
mais c'est aussi l'océan Pacifique qui permet de lier la Nouvelle-Zélande à la Nouvelle-Calédonie. Pour ma famille, donc mon père est de Waialou et ma mère est de Neuilly, près de Paris en France. Je suis née à Nouméa et j'ai passé ma petite enfance à Nouméa et à Waialou, en partie en tribu, mais en grande partie à Nouméa. Puis je suis partie en France et donc j'ai fait mes études dans la région parisienne et ma thèse à la Sorbonne à Paris. Je suis mariée à quelqu'un qui n'est pas totalement inconnu ici non plus, François Lorquin, qui a été le premier restaurateur du musée néo-calédonien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et puis nous sommes allés en Nouvelle-Zélande pour un stage qui devait durer 1 an. Et le pays nous a plu, on est tombés amoureux surtout avec l'île du Sud et on a décidé de rester pour 1 an ou 2. Et 30 ans plus tard et 3 enfants plus tard, nous y sommes toujours. Donc c'est vraiment un choix d'être là-bas. J'ai fait plusieurs emplois en tant qu'enseignante de français pendant près de 20 ans. Puis j'ai intégré le département d'anthropologie sociale à l'université d'Otago. Je m'appelle Christiane, donc la dernière introduction, c'est le nom. Ce soir, je m'adresse surtout à un public général, je m'adresse surtout aux mamans, et ça n'est pas une conférence pour spécialistes. Donc pourquoi cette recherche ? Pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette recherche ? Eh bien parce que je suis donc historienne et anthropologue, et tous les documents que j'ai consultés pour ma thèse d'abord et puis par mes recherches après étaient tous des documents qui venaient de l'Occident, qui étaient des documents français, écrits par des Français et souvent par des hommes, si ce n'est pas toujours par des hommes quand il s'agissait des renseignements sur les recensements. Et donc on voit toujours l'histoire et on voit toujours les femmes à travers le filtre de l'idéologie occidentale et le filtre des hommes, puisque c'est par eux qu'on les connaît. Et donc au sujet de l'idéologie occidentale, j'ai mis ici une couverture du journal des voyages qui montre les Kanaks en tant qu'anthropophages, date de 1878, et montre donc les hommes en train de se partager des morceaux humains. Et si vous regardez dans le détail, les portraits sont absolument horribles, montrent une population primitive, sauvage, agressive, anthropophage bien sûr. Et bien sûr, cette couverture est un peu outrancière, vous voyez par la date, ça a été publié juste après les événements de 1878. Donc à cette image de primitif s'attache l'image de la peur, en fait, qui a été après cette grande révolte. Mais dans les documents historiques et ethnographiques, il y a très peu de détails sur les femmes et encore moins de documents produits par les femmes. Et donc la littérature du 19e reproduit cette image du Kanak primitif et de la femme soumise, inférieure à son mari. Les premiers auteurs néo-calédoniens ont perpétué cette image. En particulier, j'ai ici les 2 grands auteurs néo-calédoniens, Beaudoux et Mariotti, qui, si vous les lisez, ont décrit les femmes d'une manière absolument horrible. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de les lire. Je suis même étonnée qu'ils soient encore publiés, parce que c'est une image vraiment très, très négative des Kanaks en général, mais de la femme en particulier. Et même dans la littérature plus récente, on voit, bon là je vous ai mis des livres de Dewi Korode, qui est quand même reconnue comme la grande écrivaine kanak en Nouvelle-Calédonie en tout cas. Elle a choisi de décrire des femmes qui ont une certaine difficulté de vie dans des situations très difficiles, c'est son choix, mais encore une fois ça reproduit une image assez négative de la femme.
Il est intéressant de noter aussi que Dewi Gorodé est connue surtout en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande, puisque la grande spécialiste de Dewi Gorodé est Raylene Ramsey, qui a enseigné avec elle. Elles ont débuté leur carrière d'enseignante ensemble. Donc elles ont été amies pendant très longtemps, et c'est Raylene qui a écrit les critiques les plus pertinentes sur les travaux de Dewi et sur sa vie. Et elle les a écrits malheureusement en anglais. Donc c'est plus connu en Nouvelle-Zélande qu'en Nouvelle-Calédonie. Dans le contexte de la recherche, ce sont surtout des femmes qui m'ont orientée dans mes recherches. La première, bien sûr, à gauche, c'est ma maman. Jacqueline de la Fontinelle, qui, en plus de m'avoir donné la vie, m'a beaucoup soutenue jusqu'à ce que je fasse mes études supérieures et même après, et m'a donné ce goût pour l'anthropologie, puisqu'en fait, sa formation était une formation d'anthropologue avant de devenir linguiste. Elle a appris l'Agneux avant de venir en Nouvelle-Calédonie, quand elle a rencontré notre père. Et elle a vécu pendant 10 ans à Nouméa à partir de 1959 et a été très bien intégrée parmi les femmes en tribu et a vécu en partie en tribu, en partie à Nouméa, où elle a fini comme professeure d'anglais au lycée La Pérouse. Et donc on a beaucoup parlé de cette recherche, elle m'a beaucoup aidée et elle est toujours un soutien très important et une source d'encouragement vraiment utile, surtout quand on démarre dans ce genre de recherche. La deuxième personne qui m'a influencée, c'est Linda Tuhiwai-Smith, qui est un professeur maori qui enseigne à l'université d'Auckland et qui a écrit pour sa thèse un livre sur les méthodologies, la recherche de méthodologies différentes pour décoloniser la recherche et la science en Nouvelle-Zélande, en particulier sur les populations pacifiques et sur les populations maoris. Et son propos est d'étudier les théories de la recherche qui sont toujours sous-tendues par des présupposés, qu'on le sache ou non. Et donc il faut détailler les présupposés avant de pouvoir atterrir à ce qu'on recherche exactement et comment on va l'analyser. Elle écrit donc, je cite, « Les théories de la recherche sont sous-tendues par des systèmes culturels de classification et de représentation, par des conceptions de la nature humaine, de la moralité humaine et de la vertu, par des conceptions de l'espace et du temps, sur le genre et la race. » Et c'est très fort et ça m'a vraiment conduit vers cette idée qu'il fallait laisser parler les gens pour expliquer d'où ils venaient et ce qu'ils comprenaient de leur vie. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette recherche. Et enfin, la troisième personne qui m'a surtout indiqué comment démarrer dans cette recherche spécifique, c'est Denise O'Brien, qui est une anthropologue américaine qui a travaillé, qui a fait son terrain dans les années 60 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a travaillé essentiellement avec des hommes, mais qui a écrit en 1884 cet article qui s'appelle « Les femmes ne chassent jamais » et qui pose ces questions en particulier: que font les femmes mélanésiennes? Où sont-elles? Comment sont-elles représentées par les données des ethnologues? Et elle essaye d'y répondre en partie en disant: les hommes sont visibles et ce que font les hommes sont assimilés à la culture. Et je pense que c'est très vrai en Nouvelle-Calédonie. Les femmes ne sont pas tout à fait invisibles, mais elles sont principalement représentées comme mères et épouses. Leurs activités économiques sont minimisées ou ignorées. Les expériences communes aux deux sexes sont décrites uniquement du point de vue masculin, ou bien l'expérience masculine est longuement développée, tandis que l'expérience féminine est brièvement mentionnée, principalement en termes de différence par rapport à celle des hommes. Et elle conclut:
les femmes, en tant que femmes et en tant qu'individus, sont présentées avec beaucoup moins d'intensité émotionnelle que les hommes. Et je trouve cette analyse très intéressante parce que ça veut dire qu'au niveau, aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel, les hommes sont absentes de ces descriptions. Alors elle s'est posé des questions, bien sûr, pour quelles raisons est-ce le cas, et avec quelles on peut répondre facilement, parce que la plupart des hommes, des chercheurs étaient des hommes, et donc il était bien plus facile de parler à des hommes, et des hommes parlaient plus facilement à d'autres hommes. La deuxième raison, c'est que dans certains endroits, les femmes ne voulaient pas parler à des hommes qui sont en particulier des étrangers et sans leur mari ou qui ne sont pas leur mari. Ce sont quand même des sociétés dominées par les hommes et avec une séparation importante entre les hommes et les femmes. Je vous rappelle que la question est sur les femmes mélanésiennes en général. Et la troisième raison, c'est que la vie quotidienne des hommes et des femmes se croisent très rarement. Chacun a ses obligations et il y a peu de choses qu'on fait ensemble. Il faut aussi tenir compte, bien sûr, de la hiérarchie selon l'âge, de la position dans la famille, du niveau d'éducation, pour comprendre que certaines voix ne peuvent pas se faire entendre. Alors, comment s'est articulée cette recherche ? Donc, d'abord, grâce à une somme généreuse allouée par le Fonds d'amitié, qui est géré par le ministère des Affaires étrangères en France, qui m'a permis de voyager, de venir de Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Calédonie, puis de voyager à l'intérieur du territoire, et d'entrer en partenariat avec, d'une part, Imagine, pour permettre que les conversations soient filmées, et d'autre part, avec l'ALK, l'Académie des langues kanak, qui a permis qu'une partie de ces conversations soit faite en langue. Et grâce à ces partenariats, on a réussi à trouver au moins une femme dans chaque aire coutumière. Donc on a interviewé 28 mamans âgées entre 45 et 81 ans. Et tout cela s'est fait entre juin 2022 et décembre 2023. Alors la question que je me suis posée au début de cette recherche, ma question de recherche que j'ai posée au début, était de savoir est-ce que la transmission orale des traditions et des valeurs est toujours vivante en Nouvelle-Calédonie. Et ma deuxième question était de savoir ce qui avait changé dans cette transmission. Et entre la génération qui a grandi en tribu, qui a été élevée de façon traditionnelle, et les générations suivantes qui ont été élevées soit dans les centres urbains et à Nouméa, ou bien même en tribu, mais dans des conditions totalement différentes, avec la globalisation et donc le monde extérieur qui est rentré dans toutes les maisons. Et donc voilà une première vignette qui vous présente Marthe, qui parle de ce sujet et qui vous montre comment ces vidéos ont été organisées. Ana mane yare awurka ne bane tani amine ave koma yawrin tu aka yeme atu yeme ana mane yare ne tianti mun bane tongana me tamburu ya kana me pirera me ya ko tin no ne ne tira me nage ne ra parwa wani ni ne mavi ni ne me tamburu ya paka me pape piri paka aka yeme piri yeme ta kone ti ci jore tambur nane nempure vime kutte mentar vera uraka.
Voilà, donc chaque personne était libre de parler de ce dont elle voulait parler. Ce qui est intéressant, c'est de voir le lien entre le respect et la crainte. Alors la méthode que j'ai choisie, ça a été donc d'interroger des femmes d'une génération qui a grandi sans électricité et sans télévision, qui sont arrivées à peu près en même temps en tribu, donc sans la globalisation, des mères, puisqu'on parle de transmission, qui ont pour la plupart maintenant plus de 60 ans. Et les entretiens ont été faits dans la langue de choix de la maman, donc quelquefois en langue, quelquefois en français, quelquefois dans les deux langues. Et je posais les questions en français, bien sûr. Elles répondaient en langue, si elles avaient choisi de répondre en langue. Et là, hors caméra, elles me traduisaient en français ce qu'elles avaient dit. Parce qu'évidemment, je ne parle pas toutes les langues de Nouvelle-Calédonie. Et donc, je leur suis très reconnaissante et très admirative qu'elles puissent être toutes bilingues sans aucun problème et qu'elles pouvaient traduire ce qu'elles avaient dit dans leur langue maternelle pour que je puisse rebondir et poser une autre question en français et elles répondaient en langue, etc. Je voulais que ce soit des enquêtes sous forme d'une conversation, c'est pour ça que je parle plus de conversation que d'enquête. Parce que j'étais à pied d'égalité avec elle, puisque moi aussi, je suis une maman. Et moi aussi, j'ai grandi, j'ai passé ma petite enfance, d'abord pendant les vacances en tribu et avec ma grand-mère qui habitait avec nous à Nouméa. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de ce que je leur posais comme questions sur leur enfance, puisqu'on commençait toujours les conversations sur leurs premiers souvenirs d'enfants. Et plusieurs thèmes se sont dégagés dans ces conversations. Et le premier, évidemment, c'est l'enfance. Alors, elles ont parlé de la case, de l'endroit où elles vivaient, donc de la case, du village, et de leur enfance en général. Et pour la case, bien sûr, il y a des formes différentes selon les régions, ça on le sait tous, mais ce qui est important, c'est que c'est toujours pour la vie en commun. Il y a une pièce, et cette pièce est pour tout faire, et en particulier pour dormir. On dort toujours tous ensemble. Et sur ces photos, qui sont des photos d'Alain Saussol, qui sont aux archives de Nouvelle-Calédonie, ici, c'est lui qui a mis les titres des photos, quand vous les verrez. Et ici, il y a à l'intérieur d'une case ronde traditionnelle et mobilier. C'est une photo qui date de 1967 et qui présente le mobilier de la case. Et la première chose, la plus importante dans la case, ce sont les nattes. Et les nattes qui servent aussi bien de couverture du sol, de couverture et de literie, sont faites par les femmes, et en particulier par la femme dont c'est la maison, par la maman. À part les nattes, vous avez aussi les valises, très très importantes, parce qu'elles servent aussi bien de rangement que de table. Il y a quelques caisses aussi là. Et sur la table, un autre élément majeur du mobilier de l'époque, c'est la lampe à pétrole, qui a été après remplacée par la Coleman. Et donc on a beaucoup parlé de l'éclairage, parce qu'évidemment, sans électricité, la nuit est très longue en Nouvelle-Calédonie, puisque le soleil se couche tôt. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il fait noir ? Et on a eu beaucoup de conversations sur les différentes techniques pour avoir de la lumière quand on n'avait pas ni torche ni électricité, et quand la lampe à pétrole, ça coûtait cher quand même, donc c'était vraiment pour les occasions importantes. Alors on utilisait, Marie-Alice à Bélep nous a raconté comment son père utilisait le fruit du Barringtonia, le Barringtonia asiatica, ce gros fruit carré, dont il coupait l'extrémité, mettait un morceau de polystyrène dedans et l'allumait, et ça faisait la mèche pour la bougie de la maison, qui leur permettait après d'écrire ou de faire des devoirs. Enfin, ça leur donnait assez de lumière. Il y a bien sûr beaucoup d'autres techniques. On nous a parlé des folioles de cocotier qui sont utilisées pour faire des torches, en particulier pour la pêche de nuit. Avec aussi l'utilisation de la gomme de kaori pour alimenter la flamme. Et puis, bien sûr, les graines de ricin qui ont été utilisées un peu partout.
une fois que ça a été importé, bien sûr. Et donc, je crois que c'est Marthe de Ounia qui nous a raconté comment on prenait la nervure d'une feuille de coco et que dessus on enfilait un certain nombre de graines de ricin séchées. Et le nombre de graines de ricin faisait la durée de la lumière. Et on allumait la dernière. Et on s'allumait l'une après l'autre. Il y a aussi on a eu aussi beaucoup d'exemples à Marais. Alors, lié à l'enfance, bien sûr, on a parlé de l'école. Donc, de l'enfance avant, après l'école et de comment aller à l'école. Et cette enfance comportait énormément de marches. Ils faisaient des kilomètres, les enfants, à l'époque, dans les années 60. Il y avait d'abord les corvées à faire avant ou après l'école. Pour tous les enfants, filles ou garçons, c'était d'aller chercher du bois pour alimenter le feu dans la cuisine. Et puis aussi pour aller chercher de l'eau quand on n'avait pas la chance d'habiter à côté d'une source d'eau, d'une rivière ou d'une citerne, comme sur cette photo, encore une photo de Sossol, prise à Lifou avec des enfants devant une citerne aménagée dans le corail. Et à Canala, Marie-Madeleine nous a raconté le chemin qu'il fallait prendre pour aller à l'école. Ils étaient pensionnaires, ils partaient à plusieurs, enfants de la famille et plusieurs enfants de la tribu, 3 fois par semaine pour marcher depuis la maison jusqu'au pensionnat, qui représentait plusieurs heures de marche et qui leur demandait de quitter, parce qu'à l'époque c'était le jeudi qui était chômé, donc il leur demandait de quitter l'école le mercredi soir, le mercredi après-midi, et d'arriver à la maison le mercredi soir avant la tombée de la nuit. Et elle nous a raconté comment il fallait tirer sur une liane pour freiner le circuit du soleil pour être sûr d'arriver avant la nuit, parce que il fait très noir quand on arrive de nuit, et d'autre part aussi d'attendre sur un des criques qu'il fallait traverser, d'attendre d'être toujours en nombre pair. Il fallait jamais passer en nombre impair parce que c'était beaucoup trop dangereux, donc il fallait toujours attendre que quelqu'un d'autre arrive pour pouvoir passer en nombre pair. Ce qui prouve qu'ils traversaient des terres qui n'étaient pas des terres connues et qui n'étaient pas des terres qui appartenaient au groupe. Et puis il y a bien sûr le lien avec l'environnement. Quand on marche beaucoup dans la nature comme ça, on doit connaître la nature. Donc elles ont beaucoup parlé aussi des plantes qu'il fallait connaître, des plantes à cueillir, des plantes à éviter, des plantes à manger. Et puis aussi de traverser des rivières d'une façon acceptable. Aussi sur le bord de mer, quand on va faire la pêche côtière, de connaître les coquillages et ce qu'on peut manger sur place ou ramener. Et quelquefois en partant au champ, parce que les enfants étaient emmenés au champ avec les mères d'abord, quelquefois avec les pères aussi, comment regarder les parents et de voir comment désherber, comment faire un trou, comment planter une plante. Donc beaucoup de l'apprentissage se faisait à l'extérieur et dans l'environnement. Et puis le soir, il y a les histoires. Et les histoires, les contes, c'est à écouter et à partager autour du feu et avec la famille, avec les adultes. Mais il y avait aussi les jeux pour les enfants. Et c'est Adélaïde de Gondet qui nous a raconté un des jeux préférés qu'ils faisaient quand ils étaient enfants, sans les parents bien sûr. C'était de se cacher sous une natte ou sous une couverture et d'appeler un mort pour qu'il vienne, pour que le fantôme vienne jusqu'à eux. Et donc elle racontait comment à plusieurs enfants, jamais seuls, à plusieurs enfants bien cachés, bien protégés dans la maison, il menait le fantôme jusqu'à eux en racontant où il fallait tourner, à quel endroit il fallait passer, depuis le cimetière jusqu'à la maison. Et il fallait se cacher bien sûr au dernier moment et attendre que le mort laisse une trace de son passage, soit une empreinte de pied dans la cendre, soit une fleur qui avait été cueillie à l'extérieur et posée là. Et donc c'était des jeux pour faire peur, bien sûr, mais aussi des jeux pour se rassurer, puisque de toute façon on était dans le confort du groupe et dans le confort de la maison, donc il ne pouvait rien arriver. Et on n'appelait pas n'importe qui, on appelait quelqu'un qu'on aimait bien, genre une grand-mère ou quelque chose comme ça. Elle nous a aussi raconté que les enfants partaient le soir, donc en pêche de nuit, pour aller chercher des crevettes, pour aller attraper les anguilles,
qui sont plus faciles à attraper la nuit parce qu'elles sortent, et aussi pour attraper les cigales quand elles sortent de terre et qu'elles sont encore toutes molles. Et donc le tout à la torche. Et puis on a parlé de la vie des femmes, de leur vie en tant que femmes, du mariage, mais pas du mariage en tant que cérémonie ou en tant que lien officiel, plutôt de la mise en ménage en fait. Et je vous rappelle qu'on parle à des mamans qui sont nées entre 1942 et 1978. Et donc on se rend compte que le mariage autrefois était souvent arrangé, sans que l'intéressée, femme, n'ait son mot à dire. Et 4 mamans nous en ont parlé et ont partagé le fait qu'elles avaient été fiancées, puisque c'est le terme qui est généralement utilisé, à l'âge de 17 ans. En fait, elles étaient mises en ménage à l'âge de 17 ans et le mariage arrive beaucoup plus tard. Le mariage arrivait en général après la naissance du premier enfant, mais quelquefois aussi la naissance du deuxième ou du troisième. Donc les mariages sont plus vers entre 20 et 22 ans. Mais dans les femmes de plus de 60 ans, il y en avait 19, donc 60 ans et plus, 15 étaient mariées sur 19. Donc il n'y avait que 4 femmes qui n'avaient jamais été mariées. Je comptais aussi les veuves dans les mariées. Dans les femmes de moins de 50 ans, là il y en a de moins de 60 ans, pardon, entre 45 et 60 ans, là, il y en avait 7 et il n'y avait que 3 femmes mariées sur les 7. Donc, on voit que le désintérêt pour le mariage arrive assez tôt. Peut-être aussi parce que le mariage arrangé disparaît de plus en plus à ce moment-là. Et donc, si le mariage n'est pas arrangé, on a peut-être le choix de ne pas se marier. L'adoption est aussi une pratique très importante qui est surtout chez les mamans les plus âgées. Elles nous ont expliqué, 4 d'entre elles nous ont expliqué qu'elles avaient été adoptées, nous ont expliqué d'où elles venaient, et 3 autres ont expliqué pourquoi elles avaient adopté des enfants ou pourquoi elles avaient donné des enfants à adopter. Et évidemment, les raisons sont multiples, que ce soit d'aider une adolescente à finir sa formation et donc à prendre en charge l'enfant, donc qu'elle donne son enfant à adopter, à donner un statut à l'enfant pour qu'il soit adopté et intégré dans une famille de façon coutumière, ou même de fournir une descendance à une branche de la famille qui n'a pas d'enfant. Donc il y a énormément de raisons et il y a énormément d'enfants qui sont passés d'une famille à l'autre, d'un groupe à l'autre quelquefois. Intéressant de noter aussi qu'on a eu des moments où il y avait des émotions visibles de la part de ces femmes quand elles parlaient de leur expérience, et que cette émotion, quand je parle d'émotion visible, je parle de larmes ou de mots, qui disent c'est très très dur pour moi de me souvenir de ces moments-là, c'était en se souvenant de leurs parents. C'était en se souvenant en particulier, on a quelques femmes qui n'ont pas eu d'éducation par leur mère, parce que leurs mères sont mortes quand elles étaient jeunes, et c'est leur père qui a pris soin d'eux. Et l'émotion était très grande par rapport à leur père disparu. En revanche, quand il s'agit de parler des enfants perdus, par exemple, les enfants à qui on n'a pas donné vie ou qui sont morts jeunes, ou des enfants qu'on a donnés en adoption, là, l'émotion n'était pas présente. Alors, je ne veux pas dire que l'émotion n'existait pas, mais on se rend compte qu'il y a une émotion qui est autorisée, celle de pleurer les vieux qui sont partis, et peut-être une émotion qui n'est pas autorisée, qui est celle de pleurer les enfants. Je veux aussi parler du travail. Ça, on n'en a pas parlé précisément avec les femmes, mais si on met bout à bout tout ce qu'elles faisaient, c'est bien plus que ce pourquoi elles se présentaient. Beaucoup des femmes de plus de 60 ans se présentaient comme étant des mères au foyer. Mais en fait, le travail qu'elles faisaient, c'était beaucoup plus que de s'occuper du foyer et des enfants. Il y a le travail des champs d'abord, le travail des champs pour la maison, pour nourrir la maisonnée et puis pour vendre au marché ou sur le bord de la route. Il y a le jardin de fleurs qui a toujours été très important chez les Océaniens et chez les Kanaks aussi. Marché de fleurs pour le jardin de fleurs pour vendre, mais aussi pour collectionner les plantes, ce qui est très important. La pêche côtière,
qui alimente beaucoup le repas de base, à base de taro, d'igname ou de manioc. L'éducation des enfants, qui est toujours minimisée, et là je repense à ce que Denise O'Brien disait à propos du travail des femmes. Il est très très souvent minimisé, et donc on ne parle pas de l'éducation des enfants, qui pourtant, ce sont les femmes qui éduquent les enfants, qui leur apprennent à parler, qui leur apprennent à marcher, qui leur apprennent à se comporter dans la société, et comme les mamans nous le rappellent, à respecter leurs ancêtres et à respecter les vieux. Plusieurs nous ont expliqué que l'éducation ne commence pas à la naissance, l'éducation commence à la gestation. Donc dans le ventre commence l'éducation de l'enfant, et en fait qu'elle ne se finit jamais. Une autre occupation qui prend aussi beaucoup de temps pour toutes ces femmes, c'est la fabrication de choses pour les coutumes ou pour la vente ou pour l'église, la fabrication des gâteaux, la fabrication des confitures, la confection des nattes et toute l'activité de tressage, mais aussi la confection des robes à partir du moment où les machines à coudre sont arrivées. La machine à coudre à pied ou la machine à coudre à main qu'on actionnait avec une manivelle, les femmes ont commencé à faire les robes mission pour elles-mêmes, mais aussi pour les coutumes et pour les vendre. Et plus tard, quand les femmes sont plus âgées et n'ont plus d'enfants à charge, c'est l'intervention dans les écoles pour raconter ce qu'elles savent à des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des mères ou des grands-mères qui leur racontent des histoires ou qui leur apprennent à tresser des petits objets, etc. Le rôle des groupes de femmes est très important, que ce soit les associations culturelles ou religieuses. Elles interviennent dans énormément de ces groupes et ça représente un travail considérable. Et tout ça, c'est sans compter les activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou non, comme par exemple de s'occuper des enfants d'une famille occupée à travailler toute la journée ou occupée à travailler ailleurs. Alors bien sûr, on a parlé des techniques. On a parlé des techniques pour les plantations, des techniques de la cuisine, des techniques dans le tressage. En plus des savoirs spécifiques aux femmes, comme tout ce qui concerne la santé de la femme et la santé de la femme enceinte et de la naissance et des bébés. L'enfantement et les soins qui y sont liés sont bien connus et sont transmis de mère en fille. Mais il y a aussi des savoirs qui empiètent sur le domaine des hommes. Et c'est pour ça que vous avez ici une photo de monnaie kanak. Parce que normalement, la monnaie kanak, elle est faite par les hommes. Et Yvonne à Yingen nous a expliqué qu'elle était la fille unique, la seule fille à porter le nom de son père, qui s'intéressait à la fabrication des monnaies. Son père était fabricateur de monnaie kanak. Et donc, c'est elle qui lui a demandé la permission comme elle dit, de prendre sa valise avec tout le matériel dedans et de se lancer dans la fabrication des monnaies kanak. Et aujourd'hui, elle vend ses monnaies dans beaucoup de centres culturels et pour des coutumes parce qu'elle est une des rares à continuer à faire ses monnaies. On a parlé bien sûr de la transmission, et pas seulement de ce qu'elles transmettent et comment elles transmettent, mais comment est-ce qu'elles voient la transmission, comment est-ce que c'est important pour elles. On a parlé de l'éducation des enfants dans le cadre de cette transmission. Et l'éducation des enfants en Calédonie, ça se faisait beaucoup en groupe quand ils étaient petits, donc en groupe avec des enfants de plusieurs âges. Et avec pas mal de violence. On apprenait en étant tapé, si on n'apprenait pas bien. Et donc, il fallait se concentrer pour ne pas être tapé. Et Pana à Marais nous a expliqué comment son instituteur la pinçait sur le ventre à chaque fois qu'elle n'était pas sage ou qu'elle n'apprenait pas ses leçons. Et elle avait le ventre couvert de bleu.
à cause des pincements qu'il lui infligeait. Bon, heureusement, c'est plus permis de nos jours, ça serait considéré comme du sadisme, mais ça a été, pour beaucoup d'enfants, ça a été la forme de l'apprentissage à l'école qui passait par les coups. Et c'est Pana aussi qui regrette le temps où tous les enfants mangeaient dans la même assiette. On n'avait pas une assiette par enfant, on avait une assiette et tous les enfants mangeaient dedans. Et elle dit que c'était la meilleure façon de leur apprendre le partage et de leur apprendre à penser aux autres enfants. Parce que même si on avait très faim, il fallait faire attention aux plus petits pour être sûr qu'ils aient aussi à manger. Donc il ne fallait pas vider toute l'assiette et il fallait en laisser pour les autres. Il y a 2 points spécifiques sur l'éducation en Calédonie de façon traditionnelle, à savoir, d'une part, c'est que l'éducation se fait par l'observation. On observe et on fait. Et si on fait mal, on vous dit « recommence ». On dit jamais « c'est pas bien parce qu'à cet endroit-là, tu t'es trompé ». On dit « recommence ». Et on recommence, donc on regarde, et on recommence, et jusqu'à ce que ça soit bien. Donc c'est le type d'éducation qui prévalait. La deuxième chose à savoir, c'est que tous les enfants n'apprennent pas en même temps, même les adultes n'apprennent pas en même temps. Il y a un âge où l'apprenti est prêt à recevoir la connaissance et qui est décidé par la personne qui transmet cette connaissance. Et quelquefois, surtout pour les savoirs spécifiques, ça peut être très tard. Et j'ai eu plusieurs mamans qui m'ont expliqué qu'elles avaient plus de 50 ans, mais que leurs enfants n'avaient pas encore atteint l'âge pour qu'on puisse leur transmettre ce savoir. Et donc, quelquefois, malheureusement, ce savoir disparaît si la maman n'a pas la chance de pouvoir transmettre cette connaissance. Mais donc, c'est très différent de l'enseignement qu'on donne dans l'école, et peut-être que ça explique un peu la façon dont l'école est ressentie par les enfants kanaks et l'échec scolaire, peut-être, parce que tout à coup, pendant de 0 à 6 ans, on a appris qu'il fallait regarder et reproduire, et tout à coup, il ne faut plus copier et reproduire, il faut comprendre et faire soi-même. Et donc c'est très très différent comme processus. Je ne sais pas si vous avez jamais essayé d'apprendre une technique juste en regardant, sans explication, et en le faisant. C'est très compliqué quand on n'a pas été habitué à le faire de cette façon. Alors voilà Berthe qui parle du travail et du savoir, puisque ici elle doit remplacer son mari qui est malade pour faire les champs. Moi, je sais que comme mon mari il est malade, il est tombé malade. Ah oui, moi, c'est avant, toi qui travailles. Je ne connais pas le champ avant. C'est moi, je ne connais pas. Moi, je ne sais pas comment planter une igname, comment planter un taro. Tu n'as pas appris? Non, je n'ai pas appris. Tes parents t'ont pas montré? Non. Moi, après, c'est sur le tas. Quand mon mari il est tombé malade. Ah oui, mais tu as dû apprendre. Ah là là, j'ai galéré avec ça. Ah oui. Je vais au champ, je ne sais pas comment planter. Mais je vois mon mari planter, par exemple, une igname. Alors là, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et c'est là que j'ai appris dans le tas. Mais après, c'est de là, je transmets à mes enfants. Oui. Là, tu comprends que c'est important. C'est important. Il faut qu'ils sachent faire ça. Le rôle traditionnel, pour résumer un peu, le rôle traditionnel des femmes kanaks dans la transmission culturelle, c'est que les femmes sont les gardiennes des savoirs ancestraux. Ce sont par elles et par oral que les grands-mères, les mères ont raconté des histoires, des contes, ont appris, enseigné des chants et ont transmis des connaissances médicinales quand leurs filles étaient en âge de le savoir. C'est aussi leur rôle de parler et de montrer plutôt les pratiques agricoles et artisanales, et qui est essentiel et très très souvent minimisé, même s'il est très économique de nos jours. Et bien sûr, ce sont elles qui éduquent les enfants de la gestation à environ 6 ans. Elles leur apprennent à parler, donc à se tenir, à respecter les anciens, et aident donc à la perpétuation des coutumes. Ce rôle de gardienne peut poser des problèmes et initier des conflits avec les jeunes générations et surtout freiner le changement. Et c'est le grand problème des femmes comme gardiennes de la tradition, c'est qu'en fait les femmes sont leur plus grand ennemi, puisque même si les traditions ne sont pas à leur avantage, elles vont quand même les conserver.
Qui a entendu dire des grands-mères dire à leur fille fais mieux que moi? En général, on dit fais comme moi. Qui a entendu dire une grand-mère dire à sa fille ou sa petite fille bats-toi pour ce en quoi tu crois, bats-toi pour ta liberté, bats-toi pour tes idées? Non, on disait tais-toi et baisse la tête. C'est l'enseignement des vieilles. C'est en train de changer, heureusement. Et une des plus jeunes participantes, Imelda à Pueblo, nous a expliqué qu'elle l'a bien résumé, et je la cite, elle a dit « J'ai fait et supporté certaines choses. Je n'aimais pas entendre dire « c'est ton travail car tu es une femme ». Je ne veux pas que ma fille ou bien les enfants de mes frères grandissent avec les mêmes principes. Genre, tu dois laver le linge de tes frères parce que tu es une fille. Je ne veux pas qu'elles subissent le même sort et la même chose que moi j'ai subi dans ma jeunesse. Donc ça commence à changer. Un extrait de Marie-Madeleine. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez dommages dans la façon dont les choses évoluent? Nambani, nambani nimbayoma, teba pokambama bre pokambana. Jadi jatango, nan bawa ni apian, aja nan numera nango. Meben men tahu, jadi nan numera nango nanya kan jimun kan kambai pataba ambrondu. Menjaya ada bayi wambia, ni nanya. Ni tu enjau menjita muna tanggulong, elen jadi jangan numera nango. Menjata aku mau buat tadi no menjara menjadi batio. Ngono nango ni kona nyanmon namba nyawari menara tohana ni tu enjau. Wakai kambat waileri, wakai kata bau, mana bau yari. Nyasui kona mana nyata. Ba wan namba ni dah orang rubia. Ini baiklah orang orang bani. Mereka ni sesuai kona personal mana nyanmon banyak wayari. Apa itu menggari mukam, nara apa itu berbagai jauh mencium. Voilà, donc la nécessité de changer de technique et donc les impacts de la colonisation sur la culture sont évidemment importants. Il y a forcément des changements dans les pratiques traditionnelles et plusieurs mamans se sont plaintes d'être aujourd'hui peu nombreuses à répondre aux demandes des chefs pour les coutumes par exemple. D'une part à cause de l'éloignement des plus jeunes qui vont donc en ville pour travailler, soit à Nouméa, même quelquefois en métropole. Et autrefois, c'était le papa qui partait, mais le reste de la famille restait en tribu. Aujourd'hui, c'est toute la famille qui part, puisqu'on passe beaucoup plus à une famille nucléaire, père, mère, enfant, qu'à une famille traditionnelle. Bien sûr, l'influence des médias et des modèles occidentaux n'est pas à négliger. On aime tous le confort et on est sans arrêt sollicité par les publicités pour une nouvelle voiture, pour un nouveau téléphone portable, pour une nouvelle télévision. Et donc, il faut rentrer dans le système économique pour pouvoir se les acheter. Donc, il y a des conflits entre les attentes traditionnelles et les aspirations modernes. Et ça, c'est évident. D'autant qu'en faisant des études, on peut accéder à des emplois mieux rémunérés, mais qui sont toujours loin du cadre familial traditionnel. Déborah Amaré, qui parle des changements dans l'éducation. C'est-à-dire sur les problèmes des jeunes. Oui, c'est un chagrin, les problèmes des jeunes. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, je crois que les parents, ils ne prennent plus leur rôle. Oui. Plus leur, c'est-à-dire parler aux jeunes, c'est-à-dire qu'il faut leur parler, il ne faut pas rentrer dans les fléaux, quoi. C'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Mais quand on dit des jeunes, pour eux, c'est pour eux plus tard, c'est eux la relève. La loi qui a interdit de taper, ça fait que maintenant les parents n'osent plus taper les enfants. Et c'est un problème, vous pensez? Oui, c'est un problème. C'est un problème parce que si je tape mon enfant, si mon enfant il portait plainte, les parents vont ramasser. Voilà, c'est un peu. Voilà. Mais il faut changer, il faut revenir
aux sources, quoi. Oui. Mais voilà. Voilà, Déborah. Et quand elle parle des fléaux, elle parle de l'alcool, du cannabis et du kava. C'est ce que toutes les femmes ont nommé les fléaux de la société moderne. Donc, les femmes Kanak s'adaptent. Elles créent de nouvelles initiatives pour préserver la culture. Je n'ai pas parlé beaucoup du rôle des femmes dans les associations culturelles régionales, mais celles-ci permettent de revitaliser beaucoup de pratiques régionales et de pratiques traditionnelles. De même, le fait d'appartenir auprès des hommes à des réseaux locaux et internationaux leur donne la possibilité d'afficher et de défendre leur identité culturelle. La transmission se poursuit dans un contexte moderne pour lequel elles adaptent leurs enseignements aux nouvelles générations. Par exemple, la plupart des jeux ne sont plus enseignés parce que les jeunes ont d'autres manières de se divertir, je ne vous l'apprendrai pas, des façons moins physiques, mais beaucoup plus dépendantes de la technologie. Et voilà ce que Naomi Akumak Pagi poli ke awin mena kamwe na kona are malep ena surtout panga lena alo oli kyo kamwe lena alo aku alo rama kena ke haiwo hona la korore malevila nani hona la uvi cannabis l'alcool, njele kava, lena polik maleli, pardon, bu polik maleli ke na atuli kamwe ena ke haiwo ano ke mangbala karola chelabo kola ani chomu karola avance karola ahambuk nani nya walem nani chomu me kyale kola onda me tule na breve me lena kola chomu ke puet leli polik maleli na komi maleli kona kambwe ke mangu kambwe ena ke pwamwa ke koro rendu le pwangan polik maleli na agani mbai kana agana ni tele la mbai la nia ke la va pwanga holi ke mangu namha alule ke la vana ni ivana ni kava kambwe na me kava ke polik ke mangu koro remba la koro malevila ke ari chuma cannabis ke ye oli mba awon mena kambwe ena ke pwamwa vana Caledoni ke ha koli poligeli ke korore malevila nyano me yele na ambir ke karola nyama ambir ke lakinu ambir ke ponlok mwali nouville que la Ndiandiani, que Poitou Leli. Et voilà, donc elle a insisté sur le fait d'avoir besoin d'enseigner aux jeunes d'éviter ces fléaux. Alors, pour conclure, bon, bien sûr, je ne suis pas naïve, je me rends bien compte qu'il y a une différence entre ce que ces femmes voulaient dire et ce qu'elles pouvaient dire. Et certains sujets n'ont été seulement abordés, comme la violence familiale, l'abus d'alcool ou le cannabis. Il y avait un avant et un après les tournages. Avant les tournages, beaucoup de femmes sont venues me voir en me disant « Mais pourquoi tu veux me parler? Moi, je n'ai rien à dire, je ne sais rien. Il faut demander à quelqu'un d'autre. » Et j'étais très heureuse de voir qu'après le tournage, après ces conversations qu'on a eues, qui étaient toujours trop courtes, elles étaient contentes de se rendre compte qu'elles pouvaient transmettre quelque chose, pas seulement à leurs enfants, mais aussi à d'autres et à la caméra. Et bien sûr, elles étaient toutes très contentes de parler devant la caméra et n'ont eu aucune objection à être filmées. J'ai beaucoup apprécié leur optimisme dans l'avenir. Toutes ces femmes étaient, même Marie-Madeleine qu'on a entendue tout à l'heure, était très optimiste sur l'avenir de la culture et sur l'avenir des jeunes. Bien sûr, il y a une différence dans les îles. Il y a beaucoup plus de confiance dans l'avenir pour les jeunes, en particulier avec l'idée que un jeune qui perd son travail, qui n'a pas de revenus, peut toujours revenir en tribu et on lui donnera un morceau de terre et il pourra cultiver sa terre et subvenir à ses besoins sans avoir besoin de passer par
par le système monétaire. Et je tiens encore à remercier toutes ces mamans pour avoir partagé leur intérêt pour la transmission de leur langue et de leur culture, pour leur réflexion sur l'avenir des jeunes et pour leur investissement dans leur village et dans leur tribu, et quelquefois au prix d'une certaine solitude que j'ai notée surtout chez les femmes les plus âgées. Et voilà, j'espère les revoir toutes et continuer ces conversations qui étaient, comme je l'ai dit, toujours trop courtes. Donc merci, kia ora et ngara. Merci Christiane. Alors je ne sais pas pour le public, mais moi je serais bien resté encore un peu avec toutes ces femmes et les interviews, ne serait-ce que pour la musicalité d'une langue ou les propos tenus. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité maintenant d'échanger avec notre conférencière. Donc si vous avez une question à poser, il y a de part et d'autre un micro à votre disposition. C'est un homme qui va commencer. Hein. Je n'ai même pas remarqué. Merci beaucoup. Je m'interrogeais d'un point de vue méthodologique. Donc là, on voit que des femmes. Donc on peine à savoir ce qui leur appartient en propre dans leur discours. La mise en perspective avec des hommes s'exprimant sur le même sujet, avec des comparaisons lexicales, etc. Est-ce que vous l'avez envisagé ou pourquoi vous l'avez mis de côté ou pas ? Alors, merci pour cette question. C'est une question très intéressante. C'est une décision que j'ai prise de n'interviewer que des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des femmes pendant les interviews, pendant les discussions, parce qu'il y avait quelquefois des maris qui passaient autour ou des enfants qui étaient. Il y avait aussi d'autres femmes. Donc forcément la parole est différente si on est seul ou si on parle avec un public qui peut participer. Par exemple à UVA, on a décidé de faire l'interview avec toutes les femmes du groupe religieux là, et donc il y avait de temps en temps, on a été obligé d'arrêter les caméras parce qu'il y avait des commentaires qui étaient donnés pendant qu'une parlait, une autre qui disait mais non pas du tout, ou alors ah bah oui c'est machin. Donc c'est vrai que c'est différent. Mais je n'ai pas pensé à comparer le discours des hommes et le discours des femmes parce que je pense que c'est quand même c'est sur des sujets très différents. Bonsoir, Pamani. Alors moi, déjà merci beaucoup pour votre conférence. Moi je me pose toujours une question sur... comment vous avez rencontré ces femmes ? Comment, si vous les connaissez déjà de base, ou s'il y a eu aussi un travail coutumier qui a été fait. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir toutes les capsules des interviews ? Est-ce qu'il y aura une suite ? Peut-être un film, un court-métrage ? Voilà. D'accord. Merci, c'est beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Alors, d'abord, j'ai rencontré ces femmes. Non, je ne les connaissais pas, aucune d'elles, mais je les ai rencontrées soit par les intervenants de l'Académie des langues kanak, qui nous ont mis en contact, qui leur ont demandé si elles étaient d'accord, qui nous ont mis en contact, soit par les femmes que connaît Imagine, les personnes qui travaillent à Imagine. Et de la même façon, un travail coutumier a toujours été fait pour demander si elles voulaient bien partager avec nous et de leur demander si elles voulaient bien être filmées. Je crois qu'il y a, en plus des 28 femmes dont j'ai parlé, il y en a 2 autres qui n'ont pas voulu être filmées, mais qui ont été d'accord pour partager. Et il y avait une autre question ? Ah oui, est-ce que ça va continuer ? J'espère bien que ça va continuer. Je ne pense pas que ça donne un film, mais je voudrais bien continuer parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés dont je n'ai pas pu parler ce soir. Et donc il y a beaucoup d'autres conversations à avoir, à mon avis, surtout avec une génération qui est vouée à disparaître dans les années qui viennent. Et donc, il faut le faire assez rapidement.
Et c'est pour ça que je me suis lancée aussi dans cette enquête, parce que les femmes de 80 et 90 ans, il y en a de moins en moins. Et donc il faut les contacter maintenant. Et il y avait une autre question qui était sur... Est-ce qu'on peut voir toutes ces vignettes? Oui, elles sont, je crois qu'elles sont sur la chaîne d'Imagine, ou elles sont sur YouTube, ou... Voilà. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Il y a quelque chose de spécifique chez les Kanaks, c'est que souvent les femmes, elles quittent leur clan de naissance et elles vont épouser le clan de son mari. Et du coup, il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'elles sont aussi censées enseigner tout ce qui se passe dans le clan du mari, donc un clan qu'elles découvrent. Est-ce que vous avez noté dans vos interviews une difficulté particulière ou des choses à signaler sur ce nouvel environnement et qui plus est, qu'elle doit enseigner aux petits, à ses enfants? Oui, merci. C'est une question très, très importante. Mais en effet, les femmes changent de groupe quand elles se marient. Et ce qui est intéressant, elles en ont parlé toutes, c'est qu'elles ont transmis leur langue maternelle d'abord, et puis la langue de leur mari. Donc elles étaient assez à l'aise dans la langue de la région où elles vont habiter pour pouvoir la transmettre aux enfants. Donc les enfants commencent dans la langue de la mère et continuent dans la langue du père. Donc chapeau pour pouvoir être bilingue, trilingue, quadrilingue, sans en faire toute une histoire. Et elles transmettent aussi les codes dans le nouveau groupe. Mais comme vous le savez, il faut aussi être d'accord, enfin connaître ses maternelles, donc les deux passent. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment d'une extrême richesse. Alors j'imagine que vous n'avez fait qu'effleurer le sujet, mais moi, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, celui des pratiques cultuelles et funéraires. Est-ce que c'est un sujet que vous avez pu aborder également, ou c'est des questions qu'on ne pose pas? Enfin voilà. Est-ce que... Ah oui, alors c'est intéressant. Il y a beaucoup de sujets où j'ai été obligée de mettre un bémol et de ne pas poser de questions qui pourraient fâcher. Et ça, c'est l'une d'elles. Parce que je voulais établir justement un lien avec les personnes et on ressent que s'ils ne veulent pas parler de quelque chose, ils ne vont pas parler de ça. Mais certains ont parlé, pas tellement des pratiques, parce que beaucoup, quand on parle des pratiques cultuelles, beaucoup se réfugient derrière la religion. On fait ça dans la religion et ne parle pas de ce qui est fait derrière. Excusez-moi, je ne peux pas en dire plus. Je comprends. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était si intéressant. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion éventuellement de discuter avec une autre génération de femmes un peu plus jeunes ou d'assister à des conversations entre ces mamans et leurs enfants et voir ce qui était ressorti éventuellement de ces discussions, soit individuelles, soit plus collectives, avec des membres de la famille ou avec vous-même. Non, c'est très intéressant, mais non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais effectivement, ça serait très intéressant, et je suis sûre que ça serait très très différent de ce que m'ont raconté ces femmes. Mais les plus jeunes, quand même, avaient 45 ans, donc c'est déjà beaucoup plus jeune que 80. C'est un changement, c'est 2 générations, quoi. Donc c'était vraiment sur 2 générations. Mais ça serait toute une autre enquête à faire, et avec des questions, à mon avis, très différentes, et des réponses certainement très différentes aussi. C'était plus facile pour moi de parler à des femmes de ma génération, plutôt que d'aller parler à des femmes de la génération de mes enfants. Merci. Bon, bonsoir. Alors moi, je suis là. Je ne vois pas. Ah, voilà. C'était juste à côté. D'accord. Est-ce que vous avez pu parler de la transmission de la langue, justement, autour de moi, de nombreux jeunes doivent apprendre la langue au lycée ou au collège. Est-ce
est-ce que vous avez pu parler de cette transmission qui se perd, de leurs mots, apparemment ça se perd, ils apprennent plus le français ou voilà, ils ne savent plus parler, ils savent de moins en moins parler leur langue en fait. Oui, tout à fait. Surtout quand ils habitent à Nouméa. Mais ça, c'est quelque chose que toutes ces femmes ont déploré, que le fait de partir à l'école fait qu'ils oublient leur langue. Et qu'ils perdent la langue parce qu'ils doivent rentrer dans le système français. Et pour certaines, c'est une bonne chose. Il faut qu'ils perdent la langue pour pouvoir vraiment s'inscrire dans le système français. Mais pour les autres, c'est un gros problème parce qu'après, on ne peut plus discuter avec eux. Il y a certaines femmes, les plus âgées, ne parlaient pas très très bien français. Donc elles ne voulaient pas parler français avec leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants. Et donc c'est vraiment une chose qui est très, très déplorée, c'est que les enfants réapprennent une langue autochtone dans les collèges ou dans les écoles, mais c'est souvent pas la leur. Parce que celle qui est offerte, c'est une langue différente, donc ils apprennent une langue qui n'est pas la leur. Ou alors, dans certains cas, ils apprennent leur langue, mais apprendre une langue première et une langue seconde, c'est très différent. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On sent que j'ai de la voix. Je voulais avoir des informations sur tout ce qui est transmission. Vous avez parlé justement des savoirs et ça revient régulièrement comme quoi des savoirs se perdent ou ont du mal à être transmis. Est-ce que justement ça fait partie de la culture et de la coutume de transmettre de cette manière? Est-ce qu'ils envisagent une évolution ou de transmettre à d'autres personnes pour ne pas perdre certaines cultures et savoirs ou coutumes? Oui, merci pour cette question. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont dit, quand je leur ai demandé, mais si jamais vous ne pouvez pas transmettre, si vous n'avez pas de fille, par exemple, qu'est-ce que vous faites? On trouve quelqu'un dans la famille pour transmettre ces savoirs. Et de façon très intéressante aussi, on dit, c'est vrai, on l'entend partout, que les savoirs se perdent. Mais en fait, il y avait énormément de savoirs dont on ne voulait pas toujours parler, où on me disait oui, on sait, mais on ne va pas vous en parler. Et je leur disais c'est très bien, parce que je ne vous demande pas de me donner vos savoirs. Ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous allez transmettre. Donc il y a beaucoup de savoirs qui existent encore. Il y en a beaucoup qui sont transmis, mais il y en a beaucoup qui sont secrets. Donc qui ne sortent pas du clan. Voilà. Bonsoir. Je suis là. Ah oui, d'accord. Merci pour cette conférence. Elle s'intitule Paroles de femmes, je crois, sur l'événement. Et moi, je suis intéressée pour savoir si vous avez abordé la place de la parole des femmes dans la coutume. J'ai vécu quelques années dans le Nord. Et il y a une fois où donc pour introduire le projet sur lequel je voulais travailler, où en tant que coordinatrice, j'avais envie de faire la coutume pour m'introduire, et où le maire d'une commune a dit ah non, c'est certainement pas toi qui va faire, parce que c'est à ton collègue homme de la faire. Donc j'étais un peu déçue, mais j'ai accepté. Et donc en parlant à des femmes kanak, elles m'ont dit que petit à petit, il commençait à y avoir une place. Mais pour avoir parlé à un ami qui était de l'IFU, je disais voilà la place de la femme par exemple dans des coutumes de deuil pour enterrer son enfant, une mère qui voudrait parler elle peut pas, et donc il disait c'est comme ça, c'est les hommes qui ont la parole. Et ça m'a rappelé ce qu'il y avait au tout début de votre conférence, où vous disiez que la culture c'est l'homme, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et donc il disait voilà, ma culture kanak, c'est l'homme qui a la parole, et comme si la femme avait la parole, on lui retirait une part de sa culture. Et je trouvais ça dur.
Et du coup, je voulais savoir, voilà, si vous aviez abordé ça avec toutes ces femmes. Merci, désolée si ma question était longue. Non, c'est bien. Merci. Je n'ai pas abordé le problème de prendre la parole pour la coutume parce que c'est connu que c'est pas les femmes qui font la coutume. Une femme va prendre la parole si vraiment il n'y a pas d'homme pour le faire. Et dans certains groupes, même, il n'en est pas question. Donc, effectivement, la parole appartient souvent aux hommes. Et c'est pour ça que je voulais discuter avec ces femmes pour parler de ce qu'on n'entend pas. Parce qu'elles ne parlent pas en public, généralement, elles sont derrière. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de pouvoir, hein, parce qu'elles ont quand même un sacré pouvoir dans certains cas. Mais on ne les entend pas. Voilà. Donc, bonsoir. Alors, ma question déjà, merci Madame pour la présentation. Merci. Ma question, en fait, elle se retourne sur le divorce après un mariage coutumier. Si ce sujet a été abordé ou quels étaient le ressenti de ces mamans pendant ces entretiens. Alors, oui, merci pour cette question. Effectivement, on en a parlé. Je n'ai pas parlé à une seule femme divorcée. Elles étaient soit mariées, soit célibataires ou veuves, mais elles n'étaient pas divorcées. Et à Marais en particulier, on m'a bien dit, de toute façon, il n'y a pas de divorce à Marais. Donc, on ne peut pas divorcer. Une ou deux ont parlé de la possibilité de partir s'il y avait vraiment un problème important, mais qu'on ne pouvait pas, très, très souvent, les femmes n'étaient pas reprises dans leur groupe maternel et devaient revenir à un moment ou à un autre chez l'homme, en parlant en particulier des violences familiales qui font que, même si elles repartent dans leur groupe chez leurs parents, le mari peut s'excuser et elle sera renvoyée chez elle. J'espère que ça répond à votre question. Bonsoir. Donc moi c'est Ghislaine. Bonsoir, et du coup je voulais savoir par exemple dans le statut coutumier lorsque les deux personnes ne sont pas mariées on peut choisir le nom de famille de l'enfant ou si le père ne le reconnaît pas, etc. Et je voulais savoir du coup si c'était une question du coup tabou dans le coutumier pour les femmes qui du coup ont des enfants avant mariage et autres. Et du coup, comment ça se passait pour une femme? Est-ce que c'est une honte? Est-ce qu'elle est peut-être, je sais pas, rejetée? Est-ce qu'elle peut se marier? Je sais pas. Alors, d'après les conversations que j'ai eues avec les femmes les plus âgées, en général, les enfants sont adoptés. Si les enfants ont été conçus hors mariage et qu'il n'y a pas de mariage en vue, qu'il n'y a pas de mariage coutumier, par exemple, les enfants sont adoptés. Et s'ils ne sont pas adoptés, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'il faut s'en occuper. Il faut payer pour leur éducation. Et une femme seule, dans n'importe quelle culture, c'est toujours plus difficile que quand on est en couple. Mais chez les femmes les plus jeunes, visiblement, c'était pas un problème. C'était un choix de rester célibataire et elles assumaient. Et elles n'ont pas parlé d'être rejetées par le groupe ou d'avoir une image d'être une moins que rien parce qu'elles avaient enfanté hors mariage. Et pour certaines, même pour l'une d'elles qui était dans le groupe des femmes âgées, donc de plus de 60 ans, elle avait eu 4 enfants de 4 papas différents. Et elle m'a expliqué, j'adore les enfants, mais les papas, non. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais juste revenir sur la transmission.
J'ai retenu une phrase que vous avez citée des femmes qui disaient « Mais pourquoi tu veux me parler? Moi, j'ai rien à te dire. » Et en fait, cette phrase, moi, je l'ai entendue il y a 2 semaines quand je suis allée à Témala avec ma famille. On a créé des retrouvailles des anciens écoliers de cette commune de Vaud. Et ils étaient nés entre 1940 et 1970 et ils avaient exactement la même phrase, genre « J'ai rien à te dire ». Et là, vous, en tant que chercheuse, vous êtes venue les interroger, vous êtes venue valoriser leur savoir et grâce à vos questions, ils ont pu mobiliser et se rendre compte de leur savoir. Et j'ai l'impression que du coup, naturellement, les anciens, ils se sentent pas dignes, je sais pas, d'intérêt dans la transmission, comme si c'était naturel et que voilà. Et qu'ils faisaient les choses naturellement sans se dire bon mais il faut que je transmette ça, il faut que je transmette ceci et tout. Enfin moi j'avais cette impression-là. Je me demande si c'est pas à nous les jeunes de poser les questions. On n'est pas des chercheurs comme vous, mais ce serait peut-être à nous de créer ces espaces-là et d'initier, parce que j'ai l'impression que les anciens, c'est comme si c'était naturel pour eux, que c'était normal tous ces savoirs, alors que c'est tellement précieux. Et donc je me dis que ce serait peut-être à nous d'avoir cette démarche consciente, d'aller mobiliser leur savoir pour pouvoir avoir de la transmission avant que ce soit trop tard, quoi. Enfin, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Mais merci et je vous encourage pleinement à le faire, effectivement. C'était un des propos de cette recherche, c'était que j'ai toujours trouvé que l'estime de soi des Kanaks en général et des femmes en particulier était très basse et qui est liée à la colonisation. C'est un des effets sournois de la colonisation, d'avoir instillé cette image du primitif, de l'incapable et de la femme soumise et généralement sournoise. Et ça reste. Des générations après, ça reste, même si on ne le répète pas. Donc, s'il vous plaît, oui, posez les questions et parlez aux mamans parce qu'elles vont disparaître. Et quand elles seront plus là, ça sera beaucoup plus difficile d'avoir des réponses. Encore plus difficile que maintenant. Merci. Bonsoir. Attendez, je ne vous vois pas. Merci. Bonsoir. Bon, avant tout, je voulais vous remercier pour l'intervention. Donc moi, ma question, en fait, c'est est-ce que vous avez abordé avec ces femmes-là la question sur la transmission, en fait, des savoirs avec une personne autre qu'une personne au sein même de la famille? Est-ce que le fait de partager, transmettre les savoirs avec d'autres personnes hors de la famille reste un frein pour ces femmes-là de transmettre? Oui, merci pour la question. Effectivement, c'est un frein. Il faut trouver quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui en soit digne de recevoir cette connaissance et de la transmettre. Je n'ai pas posé de questions sur le contenu des transmissions. Bon, je sais que, par exemple, Christine Salomon a beaucoup travaillé sur le savoir des femmes médicinales, sur les plantes médicinales et sur les techniques médicinales. Mais moi, ce n'était pas mon intérêt. Donc, je n'ai pas posé de questions, sauf que, je vous dis, très souvent, j'ai eu ça, on ne peut pas en parler parce que ça appartient à un clan. Et donc, ça ne peut pas sortir du clan. Oui, bonsoir, merci. Avez-vous eu l'occasion de discuter avec les mamans dans les cas de mariage mixte? Comment ça se passe quand il y a une fille ou une petite fille, côté papa, côté maman, peu importe? Est-ce que ça représente une difficulté parce qu'elles sont métisses? Le fait qu'on va plutôt avoir une préférence de mariage coutumier à part entière, ou est-ce que c'est pas un problème et qu'en tant que petite fille ou fille, elle est héritière des mêmes savoirs et transmission de connaissances? Oui, effectivement, c'est une question importante. Les mariages mixtes et les enfants métis, c'est surtout sur la génération la plus jeune. Donc, ce sont les femmes qui parlaient de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, qui épousaient des gens hors du système coutumier. Mais ça n'est jamais un problème. Le seul problème, c'est la langue. Et ça a été noté par beaucoup de femmes.
le fait d'aller chercher une femme ailleurs, c'est surtout les hommes qui vont chercher des femmes ailleurs, fait qu'on perd la langue. Les petits-enfants ne parlent pas la langue. Donc il y avait des critiques sur le fait que si la femme est wallisienne, elle ne va pas enseigner la langue de la Grande Terre. Mais autrement, que ce soit des enfants métis ou de se marier ailleurs, n'est pas un problème. N'est jamais apparu comme un problème avec des distinctions entre les enfants qui se marient avec des personnes de Calédonie ou pas. Bonsoir. Je suis là. Attendez, où êtes-vous ? Merci. Excusez-moi. Alors ma question, elle porte pas forcément sur la transmission, mais plutôt sur la position de ces femmes. Justement, pour reprendre la thématique de votre conférence entre tradition et modernité, traditionnellement, la structure familiale et kanak est plutôt verticale, patriarcale. Alors c'est pas la seule, hein, mais en tout cas ici on parle de ça. Et du coup, on a plutôt tendance à tendre vers une société qui ne l'est plus. Qui vise plutôt l'égalité. Donc, comment est-ce que vous avez abordé cette question avec elle ? C'est-à-dire comment elle se positionne justement entre une tradition et un apprentissage plutôt dans une société qui est une société de la verticalité vers peut-être plus une société qui tend à une égalité ou peut-être, je pense, avec des discussions avec leurs filles ou leurs petites filles qui peut-être sont plus sensibilisées à une société qui justement tendrait à diminuer ou en tout cas à estomper déjà cette verticalité. Mais c'est tout le problème, surtout en parlant aux femmes les plus âgées, c'est que ce sont les gardiennes de la coutume. Donc on ne peut pas changer. On doit faire comme ça a toujours été fait. Et donc on ne dit pas, tiens, on va changer le système, on va faire autre chose. On dit non, c'est comme ça qu'on fait et on fait comme ça. Et il n'y a pas de possibilité. Mais c'est en train de changer avec les plus jeunes générations, mais qui vivent bien en dehors, généralement, de la tribu. Donc ça leur permet d'avoir plus de liberté et de choisir, de se mettre hors du système coutumier, jusqu'à une certaine... dans une certaine mesure, bien sûr. Ne se mettent pas totalement en contre. Donc, ça change. Maintenant, comment et à quel rythme, ça, c'est autre chose. Bonsoir, c'est Arlette et merci pour votre intervention. Moi, je voulais juste apporter un témoignage de la nouvelle génération, des femmes kanak de la nouvelle génération. Et oui, c'est vrai que la société a bien changé, que nous avons été sensibilisés à tout ce qui est égalité, hommes-femmes et tout ça. Et du coup, ça crée vraiment une grosse tension avec nos grands-mères et nos belles-mères et toute la génération qui est avant nous. Toujours un grand respect, mais quand même une tension entre nos façons de voir la vie. Et donc, moi, l'éducation, la transmission que je donne à la maison à ma fille, je lui dis que à la maison, je l'éduque pour l'égalité, hommes-femmes, tout le monde pareil dans les tâches, même avec les garçons. Et puis, je lui ai dit, à la maison, c'est comme ça. Mais quand on sort, quand on a des travaux coutumiers, on garde le rôle pour que ça se passe bien, pour respecter, pour garder encore la tradition et la coutume. En dehors, quand il y a des coutumes, quand on sort, ta place, c'est à la vaisselle, à la cuisine. Les garçons, ils sont là-bas avec les papas pour la coutume et puis les travaux coutumiers. Donc voilà un peu mon témoignage pour apporter un petit plus. Merci, c'est très intéressant. Et effectivement, c'est une bonne manière de miner par le dessous cette verticalité. Merci. C'est parce que quand on est dedans en tant que femme kanak, on est en plein dans la transition ancienne génération et nouvelle génération, et nous sommes là et nous faisons là. Et nous essayons tant bien que mal de faire passer... De naviguer. De naviguer, oui. C'est très courageux, merci.
bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre intervention et le partage de votre travail, qui est, je trouve, un travail très important. Oui, d'avoir donné une parole à ces femmes qui ne sont pas, enfin, qui ont un pouvoir peut-être trop invisible, qui n'est pas forcément inexistant. Donc ma question se pose, c'est plus sur la vie, leur quotidien. Est-ce que vous avez pu aborder leur quotidien? Parce que je pense que c'est pas forcément que les femmes kanak, les femmes océaniennes, les femmes en général. Elles ont, comme le monsieur l'a dit, elles ont vocation à se marier, changer de famille. Je vais prendre l'exemple de femmes kanak, mais quand on se marie dans un autre clan, on n'a pas forcément la même langue, la même culture. On voit dans vos capsules, très bien réalisées en plus, félicitations, comme vous l'avez dit, elles parlent plusieurs langues. Donc ça veut dire qu'elles sont nées dans une famille, elles parlent leur langue de leur région, elles se marient, elles apprennent la langue de la région de leur mari qu'elles n'ont peut-être pas forcément choisie en plus. Et au-dessus de tout ça, elles apprennent le français. Par quels moyens, on ne sait pas, à l'église, l'école, au choix. Et vous avez pu parler de ça, au niveau de la transmission, comment ça se passe aussi à la maison. Vous avez parlé de famille nucléaire. En société mélanésienne, la famille, c'est beaucoup plus que ton père, ta mère, tes enfants. Dans une maison, tous les enfants ont le même rang, peu importe de quel père tu viens ou de quelle mère tu viens. Mais du coup, pour une maman qui accueille plusieurs enfants de n'importe quel frère, ils ont tous des mamans différentes. Il y a aussi ça à gérer. Donc ça veut dire que même des fois, on peut avoir des maisons où une maman, elle doit avoir un enfant qui parle une langue, l'autre enfant qui parle une autre langue, et pourtant, ils arrivent à se comprendre. Est-ce que vous avez réussi à aborder ces sujets? Parce que vous avez parlé avec des mamans de différentes régions en plus, la même coutume mais fait différemment. Et point d'interrogation. Tout à fait, oui. C'est aussi une question à tiroir avec beaucoup de questions. Elles ont parlé beaucoup de leur quotidien. Mais elle ne le voyait pas comme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de normal à faire. Quand j'ai parlé de la famille nucléaire, j'ai parlé des familles de jeunes. Donc là, c'est la génération née dans les années 80-90 qui maintenant adopte plus à Nouméa une famille nucléaire, parents-enfants. Pas au-dessus et surtout pas en tribu. Ça reste toujours très... la famille étendue océanienne et kanak. Ce qui m'a plutôt marqué, moi, c'est la solitude des femmes âgées en particulier, qui survivent à leur mari et qui vivent seules en tribu. Et comme il y a moins de jeunes autour, elles sont vraiment très très seules. Et elles réussissent à avoir des contacts grâce au groupe de femmes, généralement. Parce que les jeunes générations viennent moins leur rendre visite ou s'occuper d'elles. Et j'en ai pas parlé avec elles, mais d'après ce qu'elle disait, on pouvait voir que cette solitude est très grande chez les femmes de 75, 80. Mais autrement, c'est toujours une vie très, très collective. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. D'accord. Bonsoir Denis, merci pour la qualité de votre conférence qui s'intitule « Paroles de femmes kanak », mais paroles au pluriel. Est-ce que vous avez noté une différence selon l'endroit où vous avez interrogé ces femmes, selon les aires coutumières? Parce que vous avez choisi de différencier. Or, est-ce qu'il y a une parole de femmes kanak ou il y a des paroles de femmes au pluriel kanak selon leur localisation? Parce que quand vous parlez de transmission, vous parlez de transmission aussi de la langue, qui est la langue maternelle, mais selon les aires coutumières, il est évident que lorsqu'on parle le djéou, ça n'a pas la même signification que lorsqu'on parle une langue vernaculaire qui est parlée par très peu de locuteurs. Donc la femme a
a une puissance de transmission bien plus importante, peut-être dans des tribus numériquement moins importantes que d'autres. Alors, est-ce que vous avez noté dans votre étude une différence au sein de la Nouvelle-Calédonie Kanaki ou de l'Océanie? Et puisque vous vivez en Nouvelle-Zélande, peut-être les parallèles de langue maori, kanak et la difficulté de notre monde en Nouvelle-Calédonie qui a des langues, beaucoup de langues qui ne sont pas unificatrices. Voilà. Merci. Merci pour cette question. Je vais essayer d'y répondre. C'est un sujet très, très vaste. J'ai insisté sur le fait que ce soit des paroles de femmes et pas une parole de femme, parce qu'il y a de multiples voix, de multiples paroles, selon l'endroit, comme vous dites, selon la génération, selon l'âge, selon le rang social, parce qu'il y a des femmes qui sont plus de rang social plus élevé que d'autres dans les conversations qu'on a eues. Et donc, toutes ces paroles sont très, très différentes. Au niveau des différences régionales, il est certain qu'il y a une grande différence entre les îles et la Grande Terre, qui est due, d'après moi, essentiellement par le type de colonisation qu'il y a eu, qui a fait que sur la Grande Terre, les groupes ont été déplacés, pour la plupart, mis en réserve, ce qui n'a pas été le cas dans les îles. Et le fait aussi que d'avoir une aire géographique bien définie dans les îles fait qu'il y a une langue à Marais, il y a une langue à Lifou. Bon, il se trouve qu'il y a 2 langues à Ouvéa, mais c'est un apport plus tardif, alors que sur la Grande Terre, évidemment, il y a beaucoup plus de langues, donc c'est beaucoup plus difficile à défendre. Et pour revenir aux autres groupes océaniens, et aux Maoris en particulier, ils sont dans une très grande défense de leur langue, mais ils ont un avantage essentiel par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est que le peuple maori est reconnu comme peuple premier, et que la langue maori est une langue officielle. C'est sûr que c'est plus facile quand il y a une langue, même s'il y a des différences régionales, mais je pense que ça fait une grande différence au niveau de la constitution d'une nation maori. Bonsoir Madame Lurquin, merci beaucoup pour votre présentation qui est super intéressante et aussi de voir la richesse, entre guillemets, invisible de la féminité calédonienne. Encore merci. J'avais juste une question, parce que pour les femmes qui sont questionnées et qui sont visibles sur vos vidéos sont, comme vous le disiez, âgées entre 40 et plus de 90 ans, et qui, je pense, pour certaines, ont aussi également une vie dans la religion, qu'elle soit protestante, catholique ou autre. Et c'était de voir si l'impact de cette vie dans la religion a aussi un impact sur la transmission qu'elles font, que ce soit leurs enfants, leurs petits-enfants. Est-ce que ça a réduit cette transmission ou à l'inverse, ça a aidé à pouvoir partager leur culture? Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant parce que c'est une question que je n'ai pas arrêté de me poser. Je ne l'ai pas posée directement aux femmes, mais je me la suis posée souvent. Il semblerait que, en fait, c'est 2 transmissions parallèles. Donc on transmet la parole de Dieu parce que c'est ce qu'on fait à l'église, on va à l'église, etc. Mais il y a tout un côté qui est coutumier, qui n'a aucun rapport avec la religion. Et donc c'est encore une dimension supplémentaire à la capacité de ces femmes de transmettre de langues, de cultures entre leur mari et elles-mêmes, mais aussi de culture entre la culture on va dire coloniale et la culture traditionnelle. Merci. Oui, depuis tout à l'heure, je suis embêté par ce terme de transmission, parce qu'il a une jolie connotation, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un piège. C'est une mission piégeuse, en fait. Parce que ces femmes-là, quand elles transmettent, elles ont l'obligation de faire du copier-coller, comme vous disiez, la tradition. Voilà. Donc, comment appeler autrement quelque chose qui est de l'ordre de donner des informations, mais en les modifiant au passage, en appelant à réfléchir dessus,
Alors ça dépend beaucoup aussi du niveau d'éducation, de l'esprit critique dans lequel on a été éduqué. Peut-être ce sera le privilège des générations futures. Arlette est partie, mais j'aurais bien voulu lui demander, sa petite fille a certainement demandé, mais pourquoi maman, je dois faire comme ça à la maison et en tribu, je dois faire autrement? Pourquoi tu me demandes ça? On n'aura pas la réponse. Mais je pense qu'il y a une piste là. Et peut-être que Arlette est la phase transitoire, je ne sais pas. Oui, c'est tout à fait possible. C'est vrai, et c'est pour ça que je dis qu'elle est très courageuse et que je l'admire, parce que c'est pas évident de transmettre plusieurs cultures comme ça. Maintenant, le terme transmission vous déplaît à cause de... Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est piégé. D'accord, il est piégeux. C'est vrai que c'est très difficile de trouver un terme qui s'accorde avec ce qu'en fait elles enseignent, parce que ce sont des enseignantes, mais sans le savoir ou sans l'admettre. Donc effectivement, il y a sûrement un terme plus... mais on retrouve toujours sur transmission, tradition, histoire... et c'est très difficile de trouver un terme qui s'adapte, effectivement, vous avez raison, à ce genre d'enseignement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais vous demander si dans la société kanak, les jeunes qui quittent la coutume, la tribu, qui partent habiter à Nouméa, peut-être même en métropole ou à l'étranger, est-ce que vous avez recueilli auprès de ces femmes, comment dire ça, mais une façon de rejet, c'est-à-dire que les jeunes qui auraient quitté le mode de vie coutumier auraient du mal à revenir et face à une forme de rejet de leur clan, ou est-ce que c'est pas le cas? Oui, effectivement, on pourrait penser. Alors moi, bon, j'ai le rôle facile là, puisque je suis la fille, donc je suis partie me marier à l'extérieur, et donc ça n'est pas vu comme mal, puisque c'est normal pour une fille d'aller se marier à l'extérieur. En revanche, c'est plus difficile pour les garçons. Parce qu'eux, ils sont censés rester dans le groupe et transmettre dans le groupe. Mais je n'ai pas ressenti de toutes ces mamans, de toute façon, c'était toujours, nos enfants seront toujours nos enfants. Et ils auront toujours une place chez nous. Donc je n'ai pas ressenti ils ont décidé de partir, ils sont hors de la tribu. Quelquefois, elles ne les voient pas pendant un certain temps, et puis elles vont s'occuper des petits-enfants, par exemple. Elles vont recevoir les petits-enfants. Donc j'ai jamais vu de rejet puisque tu ne veux pas de la culture, tu en sors. Mais je vous parle du côté féminin. Je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes du côté des hommes. Des hommes par rapport aux hommes. J'espère que ça répond à votre question. Bonsoir. Je ne vois pas. Ah oui, bonsoir. Alors, moi j'avais une question par rapport aux extraits qu'on voyait tout à l'heure. Plusieurs dames parlaient du fait que la transmission était en danger par le manque d'intérêt de la part des jeunes générations. Et en fait, je me posais la question aussi que certes, les jeunes générations, elles sont facilement distraites par tout ce qui est autour. On a les réseaux sociaux, il y a aussi les fléaux comme le citaient les dames et tout. Mais je me demandais aussi s'il n'y avait pas une part de responsabilité qu'on devrait donner aussi aux personnes âgées de rendre un peu plus attractif peut-être la transmission pour attirer un peu plus les jeunes et éviter que la coutume se perde. C'est une très bonne idée. Il faut les faire passer sur TikTok. Non, non, mais c'est d'ailleurs ce qu'elles font beaucoup. On a parlé à beaucoup de mamans de plus de 60 ans qui avaient toujours leur téléphone avec leurs vidéos sur TikTok, etc. Donc peut-être que ça c'est le chemin de l'avenir. Là, peut-être vous devriez lancer quelque chose là, une application coutume. En tout cas, merci beaucoup. Votre présentation fut fort intéressante. Je vous en prie, merci.
J'ai presque envie de conclure sur ce trait d'union entre la tradition qui gagnerait à être plus sexy, si j'ai bien compris. La jeunesse est là pour nous bousculer, on l'a bien intégré. Donc entre la tradition et la modernité, moi, ce que j'aimerais dire effectivement, mais je crois que ça s'est vu ce soir, c'est que les capsules qu'on a vues donneraient presque envie d'en faire soi-même, tout autour de soi. J'engage tout le monde à le faire et à aller questionner vos grands-mères et vos grands-pères si vous pouvez, mais questionnez-les, enregistrez-les, parce qu'une fois qu'ils seront partis, vous ne pourrez plus le faire. Et en tout cas, je crois que tu as dû le ressentir, il y a une véritable demande d'un retour de la revanche. C'est-à-dire que tu nous viennes avec un volume 2 de capsules ou d'un film monté, je me tourne vers Imagine. Peut-être qu'il y aura en la matière quelque chose qui sera peut-être même visible sur les télévisions locales, sur le web, peu importe, ou ici même dans cette salle avec un autre débat. En tout cas, je crois qu'on est tous très très demandeurs. Voilà, merci à tous et à très bientôt.